Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Le renforcement de la coopération bilatérale au menu de la visite au Cap-Vert du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, qui a ensuite mis le cap sur la Guinée. Dans ce journal, il sera également question d'entrepreneuriat féminin, de ses avancées, mais aussi des défis. Pour en parler, nous recevrons sur ce plateau Madame Solange Bessa Abem Abanda, présidente internationale des femmes d'expertise, avec qui nous reviendrons sur la dernière édition du congrès des 70 femmes d'expertise d'Afrique. Développer l'industrie pharmaceutique, un défi pour le continent africain. La stimulation de la production locale permettra de sauver des vies, soulignent une nouvelle fois les chercheurs. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye poursuit sa tournée en Afrique de l'Ouest. Avant de se rendre en Guinée, le chef de l'État était en visite ce vendredi 24 mai au Cap-Vert où il a rencontré son homologue José Maria Pereira Neves. Les discussions ont essentiellement porté sur l'intégration sous-régionale et la coopération bilatérale. Les deux pays ont notamment convenu de faire renaître la ligne maritime Dakar-Praia. Je vous propose d'écouter le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, sur la nécessité de renforcer les différents partenariats avec le Cap-Vert. Les progrès que nous devons faire dans le cadre du renforcement des relations commerciales nous commandent à travailler dans la mise en place d'une liaison maritime entre Dakar et Praia et même les autres îles qui font qu'on peut renforcer l'intégration et renforcer le tourisme entre les deux pays, mais renforcer aussi l'échange de biens. Voilà pourquoi je me réjouis de votre idée de convoquer à nouveau la commission mixte entre le Sénégal et le Cap-Vert et de voir avec les départements ministériels concernés comment identifier les pistes et les axes de coopération qui peuvent renforcer durablement les relations entre les deux pays. Le Cameroun organisera à partir du 29 mai le premier forum africain de l'économie sociale et solidaire. L'événement se tiendra jusqu'au 1er juin à Yaoundé. Leaders économiques, membres de gouvernement ou encore des organisations internationales, entre autres, sont attendus à ce forum placé sous la thématique de la construction d'une économie humaine ancrée dans les territoires. Je vous propose d'écouter à ce sujet Achille Basilekine III, ministre camerounais des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Le président de la République avait marqué son accord en janvier dernier pour la tenue intercamerounaise de ce premier forum. Et ce forum africain sur l'économie sociale et solidaire, que nous appelons en diminutif FORAES, habituez-vous à ces termes-là, eh bien, il est placé donc sous notre co-organisation et 5 acteurs se sont mobilisés autour de nous pour accompagner l'organisation de ce premier forum multi-acteurs. C'est que nous voulons qu'à partir de Yaoundé et à partir de l'expérience camerounaise qui est reconnue, la particularité en fait de ce que c'est le modèle camerounais en matière d'économie sociale, il n'y a pas un seul village dans ce pays où vous ne trouverez pas un GIC, où il n'existe pas une association de développement. C'est une spécificité camerounaise. Et donc, le reste du continent vient s'enrichir de l'expérience camerounaise pour retraduire cela, en fait, dans la mise en œuvre de leur politique publique en matière, leur organisation en matière d'économie sociale et solidaire. Entrepreneuriat féminin et autonomisation, des questions au cœur du travail mené par les initiateurs du congrès des 70 femmes d'expertise d'Afrique. La dernière édition était notamment portée sur les avancées de l'entrepreneuriat féminin, mais aussi sur les difficultés qui subsistent encore, freinant alors son développement. Pour en parler, nous accueillons dans ce journal Solange Bessa Abem Abanda, présidente internationale des femmes d'expertise. Bonjour.
Bonjour. Bonjour, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors on se retrouve sur ce plateau quelques jours après la tenue du 7 au 10 mai dernier au Maroc de la 3e édition du Congrès des 70 femmes d'expertise d'Afrique. Quel bilan faites-vous de l'impact de cet événement dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin ? Effectivement, merci pour cette invitation. Nous avons eu à parler de la 3e édition du Congrès international des 70 femmes d'expertise d'Afrique dans le cadre de la ZLECAf. La ZLECAf, c'est la zone de libre-échange continentale africaine qui en fait mobilise plusieurs États africains. Et le thème, c'était l'enjeu de la performance des entreprises africaines au sein de la ZLECAf. Pourquoi ce thème ? Pourquoi s'intéresser à cela? Parce que beaucoup de femmes et hommes entrepreneurs en Afrique sont vraiment mobilisés pour faire partie de cette aventure intercontinentale qui représente 1,4 milliard de population, donc de marché potentiel. Et aujourd'hui, avec le soutien de l'Union africaine, on se rend compte que si les personnes ne sont pas complètement au courant concrètement de comment faire pour saisir les opportunités, ça va être un peu compliqué de pouvoir développer le continent. Alors vous parlez donc de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. Voilà, les différents acteurs tentent de la rendre pleinement opérationnelle. Alors quelles orientations donner et quels sont les principaux enjeux de l'entrepreneuriat féminin? Parce que vous travaillez justement sur cette question-là à l'aune justement de cette zone de libre-échange africaine. Alors, les enjeux, c'est la créativité, l'innovation, la performance et le leadership transformationnel. C'est-à-dire que toute personne est entrepreneur d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que qu'on ait sa propre entreprise ou qu'on travaille au sein d'une entreprise, si on n'en a pas les compétences qui sont adaptées ou on ne monte pas en compétences, il y a de fortes chances qu'on ne puisse pas saisir les opportunités. Donc ce qu'on voulait dire simplement par là, c'est qu'il était important aujourd'hui de valoriser les compétences et notamment l'expertise féminine africaine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans l'Afrique francophone, il y a à peu près 140 millions de personnes, dont environ 50% de femmes, dont 700 millions de femmes. Et si on prend un pourcentage de 0,001, on atteint les 70, d'où les 70 femmes d'expertise qui peuvent impacter. C'est-à-dire que plus on va valoriser l'expertise féminine africaine, plus les entreprises africaines aussi vont avoir une complémentarité de compétences et seront à même d'être développées. Alors, actuellement en Afrique, les femmes représentent 24% des entrepreneurs. Leur part dans le commerce et les investissements transfrontaliers sont largement inférieurs à la part des hommes. Le marché unique représente, vous l'avez dit, quand même beaucoup d'opportunités. Mais est-ce que ces opportunités ne risquent pas d'être ralenties par les modèles économiques actuels qui nécessitent forcément beaucoup de travail et de changement même? Oui, effectivement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut rendre les textes plus concrets. Il faut rendre les opportunités plus accessibles. Et on a eu pendant le congrès à Tanger justement des intervenants qui ont expliqué d'abord l'historique en disant que l'Afrique a toujours été un lieu où les gens circulaient sans problème et que aujourd'hui l'entrepreneuriat féminin a toujours, comme vous dites, 24% des entrepreneurs, mais sauf que les entreprises qui sont nées au niveau de l'entrepreneuriat féminin ne perdurent pas toujours. Donc l'enjeu, c'était de savoir quels outils avoir, comment acquérir des méthodes de travail, comment acquérir de la clientèle, comment acquérir de la crédibilité et comment pérenniser son expertise. Et là-dessus, le Maroc est un partenaire de choix dans ce domaine-là? Tout à fait, tout à fait. Le choix du Maroc est quand même assez stratégique parce que c'est une porte pour l'Afrique déjà et que les entreprises marocaines sont quelque part en avance par rapport à tout ce qui est direction des ressources humaines, tout ce qui est entrepreneuriat, artisanat, on parle de l'huile d'argan, on voit comment les coopératives sont développées là-bas. On a eu beaucoup de femmes marocaines qui sont venues exposer des produits marocains, bien sûr d'autres femmes aussi de la RDC, du Rwanda, du Cameroun, de la France même aussi qui sont venues. Ça veut dire qu'en fait l'Afrique aujourd'hui est vraiment porteur et les femmes qui sont créatives sont davantage un atout et un levier d'opportunité pour le développement économique du continent. Un grand merci à vous, Madame Solange Bessa Abem Abonda. Merci d'avoir été sur ce plateau avec nous et nous expliquer effectivement les enjeux, mais aussi les défis qu'il y a autour de l'entrepreneuriat féminin à l'aune de la zone de
libre-échange continental. On rappelle donc que la dernière édition s'est tenue en début mai au Maroc, à Tanger. Alors, à quand le prochain événement Alors, avec le comité d'organisation, nous avons plusieurs propositions. On vous donnera les dates. On reviendra certainement avec plaisir sur ce plateau pour cela. Merci à vous, Solange Bessaabé Mabonda. Je rappelle donc que vous êtes la présidente internationale des femmes d'expertise. Merci beaucoup. Le Fonds monétaire international annonce avoir approuvé un financement en faveur du Rwanda. Le montant s'élève à plus de 164 millions de dollars. Une partie entre dans le cadre de la facilité de crédit de soutien à ce pays qui tente de lutter contre les conséquences encore présentes des inondations meurtrières de l'an dernier. Amenedji. Pour maintenir une forte dynamique de réforme afin de renforcer la résilience économique aux futurs chocs climatiques, le Fonds monétaire international FMI a accordé au Rwanda un financement de 164,6 millions de dollars le 22 mars 2024. Ce pays d'Afrique de l'Est s'efforce à atténuer l'impact des inondations meurtrières provoquées par de fortes pluies saisonnières en mai 2023. Le plus important pour un pareil fonds n'est pas sa contribution à la résilience, mais sa contribution au secteur productif pour empêcher que ce secteur ne soit entravé par les dégâts et les catastrophes liées au changement climatique. Alors, il faut donc d'abord que ce fonds-là soit un fonds participatif pour que les États s'intègrent dans la politique d'attribution de ce fonds, mais en plus que ce fonds couvre les secteurs de production qui sont entravés par les inondations et les autres dégâts qui d'habitude entravent la production et qui pourraient jouer un rôle contre-productif à l'économie rwandaise. Environ 116,2 millions de dollars des fonds seront déboursés pour la facilité de résilience et de viabilité FRV. La reprise des constructions et l'accélération des productions vivrières après les inondations ont permis au Rwanda de dépasser les attentes en termes de PIB, soit 8,2% de croissance en 2023 contre 6,2% selon le FMI. Ce fonds de résilience devait initialement protéger 3 principaux secteurs. D'abord, le secteur agricole, très vulnérable en termes de changement climatique. Ensuite, le secteur de la production industrielle qui est nécessairement dépendant du secteur agricole, qui est dépendant du secteur de l'élevage, mais qui a un rôle dans la constitution du PIB. Et bien sûr, tous les dégâts collatéraux subis par le secteur privé rwandais. Notons que pour octobre 2024, le FMI et le Rwanda se sont accordés sur une ligne de crédit de 14 mois d'une valeur d'environ 262 millions de dollars. Le financement est destiné à l'atténuation des effets de catastrophes naturelles, la dernière ayant fait environ 129 morts, des maisons détruites et des liaisons routières interrompues. En Afrique, plus de 80% des médicaments sont importés, à l'exception de quelques pays qui ont développé une véritable industrie pharmaceutique comme l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie ou l'Égypte. Les autres pays africains ont peu de fabricants et cela débouche sur une forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi sur de fortes pénuries lorsque les approvisionnements ne sont pas régulièrement assurés, d'où l'urgence de favoriser la production locale. Esther Conan. En Afrique, le problème de la pénurie de produits pharmaceutiques persiste depuis plusieurs décennies. Selon l'OMS, près de la moitié de la population africaine, soit 1,1 milliard de personnes, est privée d'un accès régulier aux médicaments, les plus essentiels, surtout dans l'industrie pharmaceutique spécialisée dans la fabrication de solutés injectables. En Côte d'Ivoire, la première industrie pharmaceutique de production de solutions injectables dédiées aux soins de santé primaire, Farmivoie Nouvelle, répond depuis 1999 aux besoins de la population locale et régionale. Farmivoie Nouvelle a vraiment fait un pas qui est énorme en utilisant un outil de production qui s'appelle la BFS, la Blow-Fill Seal, une 3 en 1 qui est beaucoup utilisée en Afrique anglophone, mais pas en Afrique francophone. C'est déjà une première étape de développement parce que l'industrie pharmaceutique n'est pas vraiment développée en Afrique. Farmivoie Nouvelle a fait ce pas
en s'octroyant cet outil de production qui permet d'approvisionner et de répondre aussi à la demande, aux besoins qui est énorme en Côte d'Ivoire comme dans la sous-région. À noter que la prise de conscience des avantages potentiels d'une production pharmaceutique locale n'est pas nouvelle. En 2021, 54 pays africains ont co-parrainé une résolution portant sur la fabrication locale de médicaments, de technologies médicales et de vaccins qui a été présentée à l'Assemblée mondiale de la santé de l'OMS. C'est important que tous les pays africains aient une autonomie au niveau de leur approvisionnement en médicaments, que tous les pays africains puissent fabriquer eux-mêmes leurs médicaments, qu'il y ait l'approvisionnement nécessaire pour les populations, les malades, les patients. Le plan de fabrication de produits pharmaceutiques pour l'Afrique lancé en 2005 par l'Agence de développement de l'Union africaine avait notamment tracé une feuille de route pour stimuler la production pharmaceutique locale et améliorer les résultats en matière de santé publique et aux normes réglementaires. Environ 42% des saisies de faux médicaments dans le monde concernent l'Afrique. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.